C'est une information qui est tombée ces dernières heures. La plainte des journalistes Legrand et Cohen contre l'incorrect est classée sans suite. Le parquet de Paris a classé donc sans suite la plainte des deux journalistes contre le magazine L'Incorrect pour l'enregistrement clandestin d'une conversation avec des responsables socialistes, a appris à l'AFP, c'était hier d'ailleurs, une source proche du dossier. Tous deux indiquent qu'ils souhaitent mener d'autres actions en justice. Le procureur nous indique la possibilité de poursuivre notre action en justice par d'autres voies pour qu'un procès ait lieu. Mais alors, si que le parquet a classé sans suite, comment, Pascal Pierre Garbarini, peut-il y avoir une suite judiciaire? Deux options. La première, par voie de citation, c'est-à-dire que les avocats de M. Cohen et Legrand vont directement devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire ils citent le responsable de l'incorrect devant le tribunal pour qu'il s'explique, et il y aura donc un débat devant le tribunal. Ça, c'est la première option qui est plus rapide, on va dire. La seconde option, c'est une plainte avec constitution de partie civile, puisque c'est le préliminaire obligatoire avant de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Ça veut dire qu'un juge d'instruction sera nommé, qu'une instruction aura lieu, et que par conséquent, les personnes seront entendues, puisque le juge d'instruction est obligé d'instruire une affaire, sinon c'est ce qu'on appelle un déni de justice. Donc l'autre voie, qui sera forcément beaucoup plus longue, et qui ensuite fera l'objet ou d'un non-lieu ou d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est la seconde option. Mais il y a deux possibilités, citation ou plainte avec constitution de partie civile. Bon. En tout cas, pour le moment, première étape judiciaire, ce n'est pas sans doute une victoire judiciaire pour messieurs Legrand et Cohen. Ah non, c'est un signe. Et puis, on verra le parquet en général, lorsqu'il a pris cette position-là, à l'audience, il dit c'est une affaire entre parties, je m'en rapporte. Bon, Édouard Philippe, qui veut donc... Alors, est-ce qu'Édouard Philippe est en danger au Havre ? Quand on lit les papiers, c'est pas gagné-gagné. Il avait gagné avec son concurrent avec 41% la dernière fois. Oui. Là, ça pourrait être une triangulaire, parce qu'il y a un candidat de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, qui pourrait faire un bon score. Mais autrement, c'est un candidat communiste. Mais ça ne le gêne pas, Édouard Philippe, puisqu'il vote communiste. Oui, il serait très content. Il serait très content. Je pense qu'il pourrait même voter communiste. Alors, vous savez, ce qui est très problématique pour Édouard Philippe, c'est qu'il en a fait un préalable à sa candidature. Et qu'en fait, s'il a un mauvais score ou s'il perd, c'est encore pire. Et oui, mais il était à la fête de l'UMA. Il a dit que lui, il votait communiste. Il n'a pas de souci. Alors, il ne peut pas être éliminé au premier tour. Non. Bon, parce qu'autrement, entre l'UDR et le Parti communiste, il voterait le communiste, lui, j'imagine. Ah, ce serait une bonne question à lui poser. S'il venait sur le plateau, on lui poserait. Bon. Alors, en revanche, il regrette d'avoir dit du mal d'Emmanuel Macron, à qui il doit tout. Oui, en fait, il lui avait dit je ne lui dois rien, et là, il a dit en fait, je lui dois tout. Donc, il a encore changé d'avis. Le toboggan des sondages, il est en train de s'écrouler dans les sondages. C'est souvent des gens qui changent d'avis. Hein. Moi, j'ai remarqué, c'est quand même pas des gens qui qui ont une ligne directrice très stable. Ce qui m'a marqué, vous savez, c'est que dans la grande période internationale qu'on vient de traverser, Édouard Philippe était complètement absent. On ne l'a pas entendu une seule fois sur les sujets internationaux. Il s'est caché, en fait, de tous ces sujets-là. Édouard Philippe, c'est un homme, si vous le mettez en place, il y a un avantage, il n'y aura pas de guerre civile sans doute, il fera rien. C'est comme Gabriel Attal. C'est les gens qui ne feront rien. Donc rien ne bougera. Donc c'est pas mal d'ailleurs, ça peut être un choix de dire tiens, c'est des gens avec qui rien ne bougera. Côté chiracien, ça peut-être. Mais rien ne bougera. Ces gens, rien. Alors tu peux être sûr, si tu as besoin de rien, tu leur demandes. Écoutons Édouard Philippe. Pendant 3 ans, j'ai cessé d'être maire du Havre, entre 2017 et 2020, puisqu'il n'aura échappé à personne qu'à ce moment-là, j'étais Premier ministre, et que le Président de la République m'a fait l'honneur, je lui dois ça, et parfois je m'exprime de façon trop brutale, je ne devrais pas, il m'a fait l'honneur de me proposer de servir mon pays pendant 3 ans à Matignon, ce que j'ai fait avec à la fois plaisir, dans une période qui n'a pas toujours été facile, mais j'ai beaucoup appris, et j'ai fait de mon mieux. Et puis ensuite, en 2020, après la victoire aux élections municipales, il a décidé de changer Premier ministre et j'ai pu revenir dans cette ville que j'aime pour continuer à exercer ce mandat de maire. Bon, il n'a pas gagné et ça, effectivement, vous êtes sûr que c'est un préalable à sa candidature à la présidentielle ? Il a dit oui. Il a dit pas de victoire au Havre, pas de présidentielle pour moi. Ah, écoutez... Les mots qu'il a envers Emmanuel Macron peuvent se comprendre puisque Gabriel Attal, dont vous parliez, comme Édouard Philippe, ils sont contraint de se positionner face au bilan de 10 ans d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, être l'héritier d'Emmanuel Macron, c'est être radioactif. Mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait de cet électorat macroniste qui
n'a pas forcément apprécié les mots durs d'Édouard Philippe ou de Gabriel Attal envers le président de la République. Ça a été notamment cité dans certains reportages là sur la nuit, vous savez, de Gabriel Attal il y a 2 jours. Il y en a qui lui ont reproché ces mots trop durs à l'égard d'Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibristes pour les héritiers, comme Gabriel Attal et Édouard Philippe, de savoir se positionner face au Rassemblement national et à la France insoumise qui, eux, montent en opposition. Les gens n'aiment pas les traîtres et qui a trahi, trahira. C'est comme dans la vie privée ou professionnelle. Qui a trahi, trahira. C'est la base. Vous n'êtes pas d'accord? Ouais, en politique, il ne resterait pas beaucoup de survivants. Oui. C'est ce que je suis en train de me dire. C'est ça. Mais oui, mais... Faire une liste, là, parce que- Franchement, alors là... Mais oui, mais il n'empêche, ça n'empêche pas. Non, vous avez raison, c'est un modèle de fidélité et de vertu en général de la classe politique. Mais non, mais qui a trahi, Pour trahira. les 2 exemples qu'on cite, la trahison, elle vient aussi un peu du président. C'est-à-dire Gabriel Bien sûr. Attal, quand il y a la dissolution, la trahison, elle vient plutôt d'Emmanuel Macron qui le sacrifie. Envers Gabriel Attal sur, plus qu'envers Édouard Philippe. Emmanuel Macron a Édouard été un Philippe aussi. modèle de loyauté devant Ouais, les on peut François inverser Hollande. la charge de l'accusation. Le président, il fait ses choix. Je dirais pas, il peut pas trahir un subalterne. On est d'accord, Ouais. mais quand il nomme Gabriel Attal et que 6 mois plus tard, il le sacrifie, parce que c'est aussi un peu l'objectif derrière tout ça. Oui, mais visiblement, Gabriel Attal, au moment où il était nommé à Matignon, il commençait à trahir. C'est ce qu'on m'a dit, en Les tout récits cas. qui s'affrontent, moi je sais pas s'il bon. faut en croire l'un ou l'autre. Bon, en tout cas, Gabriel Attal, il est le bienvenu sur notre plateau, parce que nous, c'est pas l'intelligence artificielle qui pose des questions ici, ce sont les journalistes. Donc c'est parfois plus difficile, évidemment, d'y répondre. En revanche, alors Christian Estrosi, formidable, parce que lui, il était macroniste à fond. Il réclame le départ du président maintenant. Ça, c'est terrible quand même. Bon, je regrette d'avoir vu Emmanuel Macron s'enfermer dans une pratique de plus en plus isolée du pouvoir. De toute façon, c'est tous les hommes de pouvoir, on leur fait le reproche d'être isolés. Mais je les comprends parce qu'ils en ont assez d'écouter des conseillers. Les conseillères ne sont pas les payeurs, comme dit l'autre. Donc, quand t'es seul, c'est la différence entre ceux qui décident et puis les autres. Quand tu décides seul. Là, Donc, c'est du calcul politique. Le concurrent de Christian Estrosi, c'est Éric Ciotti. Il fait le procès d'être un macroniste. Donc il essaie de faire comprendre qu'il n'est pas macroniste. oui, mais Et en enfin, réalité, moi, je vous assure, j'ai pas de leçon à donner de communication à ces gens-là. Je pense que c'est une erreur à chaque fois. Faut assumer à chaque fois ce que tu as été, parce qu'il me semble que c'est contre-productif. Les gens disent, ils tournent sa veste, ils disent ce qu'on dit là, en fait. vous êtes sur la ligne du Pont-Moretti qu'il l'avait confronté dans un restaurant à Nice. Qu'est-ce qui s'était passé? Et il avait reproché justement son manque de loyauté. loyauté. Ils disent ça, les gens ils disent bah regarde, il a déjà retourné sa veste, il a changé d'avis, il était avec lui, il voulait un poste et puis il l'a pas eu et puis bon, je trouve que le mieux c'est never explain, never complain, non? Ils chantent tous la chanson de Dutronc, le cactus. Voilà, non c'est pas le cactus. Non. C'est pas Je le- retourne Non, ma veste. c'est l'opportuniste. L'opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Voilà. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Bon, alors l'Assemblée nationale, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est cette affaire de devoir conjugal. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Les députés ont voté ce mercredi à l'unanimité pour entériner dans le droit l'absence de tout devoir conjugal au sein du mariage. La proposition de loi transpartisane devra pourtant être examinée au Sénat. Alors, je suis sûr que c'est extrêmement important ce que font les députés. Il y a des choses en France vraiment essentielles, l'immigration, bon, et on en est à enlever, alors À légiférer. à légiférer dans la chambre à coucher. Bon, déposé en décembre dernier par la députée Marie-Charlotte Garin, écologiste et sociale, et Paul-Christophe Horizon, ce texte a été voté en commission des lois. Il vient compléter l'article 215 du Code civil pour prévoir expressément que la communauté de vie entre époux n'implique aucune obligation d'avoir des relations sexuelles. Mais t'as pas besoin de loi pour ça, me semble-t-il. Je ne sais pas, je vais me faire des ennemis en disant cela. Non, je sais pas, je crois qu'il y avait déjà eu des décisions de justice qui avaient entériné plus ou moins Oui. cet acte-là. Donc C'est dû de à l'ordre- des décisions de justice. Oui, voilà, donc c'est de l'ordre du simple. Mayalène Il y a Trémollet. une décision de justice qui date, je crois, de 2019, où une femme avait perdu intégralement son divorce, puisque le mari avait utilisé cet argument, le fait de ne pas avoir eu avec elle de relation pendant plusieurs années. Et or, c'est pas un des prérequis, un des piliers du mariage civil en France aujourd'hui. Donc, c'est une loi qui met tout le monde d'accord. Il y a eu 0 vote contre, mais qui vise à être appliquée, notamment dans les cas, par exemple, des divorces compliqués. Donc le texte soutenu par plus de 120 députés clarifie dans le Code civil que la communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles.
elle protège, je pense aussi, elle vise à protéger aussi l'affaire des viols conjugaux, me semble-t-il, d'après ce que j'ai lu à propos de cette affaire. Et ça, si c'est ça, alors c'est une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc, bon, bah écoutez, faut saluer cette loi. Non? C'est évidemment totalement urgent de légiférer sur ces questions. Vous avez raison. Bon, le monde va bien, on a le temps. Il n'y a pas d'autres problèmes dans le pays. Il y a peu de sujets Tout va bien dans le Il y en a royaume. d'autres, mais il y a peu de sujets qui font consensus. Ouais, voilà, il y a peu de Oui, sujets donc qui réunissent les députés aujourd'hui. profitons-en. Oui, c'est vrai, vous avez sûrement raison. bah, je ne sais pas, c'est les Non, non, députés. mais à côté, la question du budget, effectivement, est un peu secondaire. Ils ont La passé 4 fin mois de déjà. vie, Ça fait 4 mois qu'il c'est en stand-by. Bon, puisque vous devez partir à 10h, je crois. Oui. Donc, bah, puisque vous avez la parole et qu'il reste quelques minutes pour parler de l'étranger, on va voir le sujet sur les échanges de menaces, si j'ose dire, de Mathilde Ibanez, sujet sur l'Iran. Et il y a quelque chose qui est agréable, c'est qu'on est jeudi et Donald Trump n'a rien dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc pas grand-chose en tout cas qui mette le feu au... Ah non, il a été tranquille cette semaine et ça nous fait du bien. Vous trouvez pas? Vous êtes distrait. Il a dit tout, sur l'Iran par exemple, Oui, il a dit mais- tout et son contraire. Là, il a vraiment marmonné des menaces claires et précises en Oui, disant ah oui, mais le ça- temps presse, question de vie ou de mort. Comme je l'ai déjà dit à l'Iran, conclut un accord juste et équitable sur les armes nucléaires. Oui, mais ça, on est d'accord, c'est ce que je veux vous dire. Mais très important, c'est plus les manifestants, c'est plus sauver la vie des prisonniers, c'est les armes nucléaires. C'est ça l'enjeu. Ah non, très important. Et il dit pratiquement qu'il va tirer. S'il n'y a pas un accord, Bon, il vous voyez va le sujet de Mathilde Ibanez et on en déchaîner parle la ensemble. force magnifique. Mathilde Ibanez. Dans un climat de plus en plus tendu, Donald Trump continue de menacer l'Iran. Avec l'entrée dans le golfe Persique d'une armada militaire massive, le porte-avions Abraham Lincoln, Washington affiche la démonstration de force. Une immense armada se dirige vers l'Iran. Elle avance rapidement avec puissance, enthousiasme et détermination. Comme je l'ai déjà dit à l'Iran, négocier. Ils ont refusé et l'opération Marteau de minuit a entraîné une destruction majeure du pays. La prochaine attaque sera bien pire. Si ce déploiement ne signifie pas encore une intervention militaire américaine à Téhéran, il s'inscrit pleinement dans la stratégie de pression maximale de Washington face au régime des Mollahs. Même si le président américain affirme que le pouvoir iranien chercherait désormais le dialogue, mais un échange impossible sous la menace selon le ministre iranien des Affaires étrangères. Notre position est claire. Les négociations ne peuvent avoir lieu sous la menace et tout dialogue doit se dérouler dans des conditions où les menaces et les exigences excessives sont mises de côté. Pendant ce temps, la situation en Iran reste opaque, mais la répression semble se poursuivre. Selon la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme en Iran, le nombre de victimes pourrait en réalité se compter par dizaines de milliers. Je voulais dire qu'il n'avait pas mis de propos qui suscitent la polémique depuis lundi. Les images qu'on vient de voir, c'est des images qui ont 3 semaines, là. Hein, les images des rues en flammes. Les rues sont calmes, sont vides, c'est terminé, pour l'instant. Ça, c'est rien. de le dire. Et non, ce qu'a dit Trump, c'est il faut négocier un accord sur le nucléaire. Il veut donc limer les dents des mollahs. Il veut plus décapiter le régime. Il n'est pas question de changer de régime. Il est question simplement de leur faire abandonner leur course au nucléaire. On revient à quelque chose qu'on connaissait. Mais il est prêt à taper. Avant-hier, il disait non, on va discuter. Hier, il disait je vais taper. Tous les jours, ça change. Et ça alimente la machine. Comme ça, on ne parle plus un peu moins de Minneapolis. On parle de la chambre à coucher et du devoir conjugal. On ne parle pas de l'immigration ou de l'insécurité ou d'autres sujets déplaisants, ou de la ruine du pays, de la faillite. Mais là, vous parlez en France. Hein? Non, là, vous parlez en France. Oui, là, je parlais en France, pardon. Bon. Je me suis un peu écarté de mon sujet. Bon. Et donc, Et donc Eh ben, donc, on verra. non, l'information que vous donnez, c'est que les rues sont calmes en Iran. Ah, mais oui, les Russes sont calmes, les opposants sont morts, ils sont au cimetière, ou ils sont en fuite, ou ils sont en prison, ou ils sont en deuil. Donc ils sont de toute façon... il y a un moment d'accablement total, évidemment, dans l'opposition. Ils sont abandonnés par le monde entier. Bon, je fais des allers-retours entre l'information nationale et l'information internationale. Et je m'adapte à votre emploi du temps parce que vous devez nous quitter à 10h, nous quitter provisoirement.
bien évidemment. Et en revanche, on peut en parler de la loi de fin de vie qui a été recalée par le Sénat, qui a rejeté mercredi donc la proposition sur l'aide à mourir. D'ailleurs, c'est pas la loi de l'aide à mourir, ça s'appelle l'euthanasie. Et c'est très intéressant qu'on ne dit pas les mots en France. C'est l'euthanasie. Voilà. Bon. Dans la loi qui a été rejetée, il n'y avait plus de notion ni d'euthanasie, ni de suicide assisté, justement. Ça avait été complètement vidé de sa substance. Alors, je vous propose de voir ce que dit précisément Maxime Leguet, qui était au Sénat hier. 122 voix pour, 181 contre. Les sénateurs ont finalement décidé de rejeter le texte dit de l'aide à mourir, texte qui avait été de toutes les façons vidé de sa substance par les Républicains et Bruno Retailleau, estimant qu'il s'agissait d'une rupture anthropologique majeure sans garde-fou véritable et qui avait donc retiré l'article qui consacrait le geste létal. Certains Républicains auraient bien aimé tout de même voter un texte même vidé de sa substance pour envoyer un message politique très fort. Cela n'a pas été le cas parce que la gauche a voté contre, certains centristes aussi ont voté contre, ainsi que quelques républicains. C'est donc la copie initiale qui va revenir sur le bureau de l'Assemblée nationale à partir du 16 février, celle qui consacre le suicide assisté. Pour le deuxième volet du texte, celui sur les soins palliatifs, il faisait l'objet d'un large consensus. Il a été adopté à la quasi-unanimité. Maxime Leguet qui alors ouvre de nouvelles perspectives. Maï-Hélène Trémollet, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures ? Ce qui va se passer, c'est que l'Assemblée va prendre acte que la fracture est trop profonde au Sénat pour pouvoir voter un texte. Le texte de l'Assemblée nationale revient devant les députés. Ils ont quelques heures pour déposer des amendements puisque les débats en commission reprennent dès lundi. Et à partir de là, ils vont réétudier le texte qu'ils avaient déjà envoyé au Sénat. Certains députés espèrent qu'il y ait des évolutions, que le texte soit plus restreint, d'autres que le texte soit plus ouvert. Il y aura plusieurs choses à regarder, notamment le délit d'entrave, qui avait été un... Ça, c'est important. Expliquez ce qu'est le délit d'entrave. La création d'un délit d'entrave, c'est la création d'un délit quand on essaie d'empêcher quelqu'un d'avoir recours à l'euthanasie. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, père, vous avez votre fille qui dit je veux mourir. Je veux avoir recours à l'euthanasie aussi. Vous êtes son père. Et vous lui dites non, écoute, je te demande de ne pas faire ça, je vais essayer de te convaincre, on va essayer de voir comment on peut faire différemment les choses. Et là, le père que je suis peut terminer devant les tribunaux. Oui, ça serait comme ça. Non mais c'est important, c'est un cas concret. C'est une interdiction. C'est ça, c'est un délit d'entrave. Je termine devant les tribunaux parce que je dis à ma fille, ne te tue pas. Bon, c'est parfaitement inadmissible, c'est même un scandale. Moi, je trouve ça invraisemblable. Mais religieuse aussi, par exemple. Congrégation religieuse où on leur dit, voilà, vous n'avez pas le choix, si l'euthanasie est dans la loi, vous allez l'appliquer. Alors que par définition, ils ne veulent pas l'appliquer. Ça, c'est aussi un sujet qui va être mis sur la table pendant les débats. Mais alors, ce qui va se passer là, c'est que les débats reprennent, l'Assemblée va restreindre ou élargir ce texte, sachant qu'il y a une bonne partie des députés qui étaient assez hésitants en mai dernier, en réalité. C'est pas un sujet qui a passionné l'hémicycle, et donc il y a pas mal de députés qui seraient prêts à, je pense, se faire une nouvelle idée de ce texte et à se le réapproprier. Et ensuite, il est une nouvelle fois renvoyé au Sénat, puisque c'est la navette parlementaire, 2 passages à l'Assemblée, 2 passages au Sénat. Il sera une nouvelle fois renvoyé au Sénat. Et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le Sénat peut choisir à nouveau de le vider de sa substance pour montrer que le Parlement est profondément déchiré sur le sujet. Est-ce que Pierre Garbarini ? Oui, je comprends tout à fait les difficultés à se prononcer sur un texte, puisque je pense que chacun d'entre nous a des difficultés pour choisir. Voilà. Moi, par exemple, je suis tout à fait contre l'euthanasie. Voilà. Et par foi chrétienne, d'une part, et puis de décider la mort, je peux pas, quoi. Voilà, c'est impossible. Alors, pour vous, bien sûr, mais après, est-ce que les uns et les autres peuvent... En fait, c'est toute la question. Bon, les médecins, manifestement, sont contre. Les médecins sont là pour soigner, ils ne sont pas pour donner la mort. Tous te disent, les médecins, en même temps qu'il y a une sorte d'hypocrisie, puisque tous disent, sous le manteau, que, en fait, on accélère, parfois... la mort de certains en donnant ce qu'il faut. Moi, je l'ai entendu. C'est ce que défendaient les sénateurs. Eux défendent l'application d'une loi Claeys-Leonetti qui inclut la sédation profonde et continue. Donc ils disent pas, on ne cherche pas de solution pour les personnes qui souffrent et qui ne peuvent plus supporter. Et la loi, il y a un consensus pour dire que la loi d'aujourd'hui avait réglé beaucoup de problèmes.